troisième table ronde, je voudrais remercier les organismes qui nous financent, qui nous aident à développer toutes ces choses pour l'Ain et Chambre-Bio. Voilà, nous recevrons de l'argent de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, nous recevrons de l'argent de la région Normandie et nous recevrons de l'argent de l'État par la DRAF locale. Donc merci beaucoup à tous ces financeurs, donc je tenais vraiment à le dire. Et si les régions Alsace, Occitanie, Bretagne et Nord veulent se joindre à notre financement, on les accueillera avec grand plaisir dans l'association. Vous avez compris qu'on accueille toutes les régions avec grand plaisir. Voilà, donc la quatrième table ronde, ça sera complètement sur Laval. Donc j'appelle Myriam, Marion, Guillaume. Emmanuel, merci beaucoup. Emmanuel est système, très bien. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais vous laisser vous présenter vous-même tout seul. Alors, Myriam, vas-y. Bonjour. Ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, Myriam Conzette, présidente de la SIC-SA L'Important, dirigée par Paul, voilà, dont il en a dit plusieurs mots déjà. Voilà, on commence par se présenter peut-être et on continue ensuite. Marion. Bonjour, donc Marion Lemaire, je suis la fondatrice de la marque Spliss, donc qui fait des vêtements en lin et surtout lin biologique en France depuis 2 ans, accompagnée par LC Bio. Voilà. Emmanuelle Fernandez, je suis associée de magasin U dans la Drôme et je suis venue ici avec Guillaume qui pour accompagner Savoir-faire ensemble et on va vous présenter le projet que l'on a ensemble. Et donc pour finir, bonjour à tous, Guillaume Gibaud, je suis le président du SLI français et de Savoir-faire ensemble et ravi d'être là pour ce bel enthousiasme. Myriam qui commence. Alors, la SIC-SA L'Important, c'est une marque de fabrique, et je dirai après pourquoi c'est important de dire ça, une marque de fabrique qui aujourd'hui propose des t-shirts en lin bio. Voilà. Moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui parce que, comme beaucoup d'autres depuis tout à l'heure, j'entends les témoignages et le contentement de voir évoluer cette filière extraordinaire qui non seulement se structure aujourd'hui, mais qui surtout démontre à quel point on est capable de faire ensemble, justement. Alors, je pense que Guillaume en redira beaucoup sur le sujet. Pourquoi une SIC ? La SIC a été créée, pas parce que c'est la forme juridique la plus simple, bien au contraire, ni celle qui permet de faire le plus de profit, bien au contraire, mais c'est surtout celle qui valorise la nécessité impérative, effectivement, de faire ensemble et de rassembler tous les savoir-faire. Alors je rebondis en transition à ce que monsieur disait tout à l'heure. La principale complexité, effectivement, c'est les savoir-faire. C'est pas seulement de relocaliser, mais de redynamiser, de réindustrialiser au niveau technique, mais aussi au niveau des compétences, au niveau des talents, au niveau des connaissances, hein, tout simplement, qui ont été largement perdus et qu'on a énormément de mal à rassembler, à retrouver aujourd'hui. Alors la SIC, c'est ça, des conseils d'administration extraordinaires, très dynamiques, qui permettent de refaire le monde souvent, mais surtout de chercher tout le temps, à chaque fois, en coupe réglée ensemble des solutions pour pouvoir rassembler tout ce dont on a besoin pour effectivement réindustrialiser. Et c'est pas peu dire. Et c'est surtout, alors, en termes d'enjeux, aujourd'hui, ça a été dans un premier temps la recherche de financement, parce que si effectivement la période Covid a été finalement un formidable boost, en tout cas une accélération de l'intérêt porté à cette filière et donc à la relocalisation française, il y a encore 1 an et demi, au moment de la création de la SIC, croyez-moi, c'était pas si évident que ça de faire un tour de table, aussi humble soit-il, pour pouvoir commencer à relocaliser, et c'était déjà effectivement le projet. Alors ça, c'est un premier point. Il y a 2 choses dont ces projets industriels ont besoin, c'est du temps et de l'engagement. Du temps, parce qu'on ne va pas faire ça en 2 minutes, parce qu'il ne va pas falloir refaire ce que l'industrie du textile a fait depuis toutes ces années, c'est-à-dire accélérer les exigences sans forcément faire ensemble et en
en appuyant en pression considérable sur tous les savoir-faire. Aujourd'hui, il est important d'apprendre effectivement à faire ensemble, mais surtout d'apprendre à travailler ensemble, c'est-à-dire que chacun mobilise sa compétence et son savoir-faire, pas seulement dans la direction d'un profit, j'entends financier, mais d'un profit humain et concret. Voilà. L'autre point, et je m'arrêterai là, Paul, c'est l'engagement de toute la filière, de l'amont vers l'aval. C'est-à-dire qu'on va faire effectivement ce travail ensemble et on a besoin d'un engagement concret. Alors on va travailler pour ça sur du juridique, sur de la contractualisation absolument impérative, comme le disait Mathieu ce matin, comme le disait Olivier tout à l'heure. On a besoin d'apprendre à s'engager les uns avec les autres et d'être solidaires au sens concret du terme, c'est-à-dire ne pas exercer de pression lorsqu'elle n'est pas utile, peut-être sortir de l'exigence des collections pour rentrer dans une exigence de temps et arriver d'ici 10 ans à avoir effectivement réindustrialisé la France autour de ses compétences et de ses savoir-faire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais continuer sur le savoir-faire ensemble. Donc, moi, j'ai monté Splis pour avec deux vraiment idées très importantes qui étaient une marque qui permette de préserver la planète et les hommes. Donc, la planète, naturellement, je me suis orientée vers le lin. Et les hommes, et là, on arrive sur le savoir-faire ensemble. En fait, j'ai démarré sans connaître du tout la filière. Je ne viens pas du tout du monde de la mode. Et j'ai découvert, et grâce à l'association beaucoup, j'ai découvert tous les maillons de la filière. Et plus je travaille le lin, et plus je l'aime. Et je me suis rendu compte, et c'est ce que je mets en avant, que mes produits, ils sont ce qu'ils sont, ils sont beaux parce qu'il y a tous ces savoir-faire qui sont derrière. Donc moi, mon objectif, c'est 100% local. Donc quand on aura la filature en 2022, j'ai déjà levé la main, ils le savent tous. Voilà, donc moi, je suis à 100% partante parce que je veux des produits 100% locaux, qu'on ait tous les maillons de la chaîne, de la filière lin en France. Alors, il y a quelque chose quand même que je voulais dire, c'est que moi, j'ai démarré avec du conventionnel parce que quand j'ai démarré, j'ai appelé... j'ai demandé du lin, donc, parce que je maîtrise ma chaîne de bout en bout, donc du fil jusqu'au produit fini. Donc j'ai acheté du lin à Olivier et quand j'ai démarré, il n'y avait que du lin conventionnel. Donc j'ai démarré avec du lin conventionnel et la production de lin bio, c'est 1 fois par an. Donc j'ai réservé du lin bio pour l'année suivante. Donc j'ai tricoté du bio. Quand on démarre, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire l'année d'après. Donc j'ai dû prendre du conventionnel en complément. Et donc, plus ça va et plus je fais de bio. Et ce que j'ai appris, et ce qui est super important, et c'est ce que j'apprends aussi à chaque fois que je discute avec les différents interlocuteurs de la filière, quand je vais dans les champs, quand je discute avec les tailleurs, c'est que le lin, c'est une matière naturelle, c'est une matière vivante. Donc, il faut s'adapter au lin. Donc, au début, j'étais partie sur, voilà, moi, je veux faire du lin épais, je veux faire du polo, je veux faire du 250 grammes, du 300 grammes, même peut-être plus. Et puis, en fait, on se rend compte que, en fonction de la matière, en fonction des années, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Donc, il ne faut pas faire ce qu'on a prévu de faire, il faut faire ce qu'on peut faire avec la matière. Et là, par exemple, avec mon lin bio, je suis en train de faire des essais là, en 340 grammes, 2 fils, 3 fils, 4 fils. Voilà, on va faire des produits différents, mais c'est vraiment une matière à laquelle il faut s'adapter. Et je me dis qu'on arrivera à faire des beaux produits, mais voilà, c'est pas nous qui décidons, c'est la nature. Et donc voilà, il faut qu'on arrive à faire en fonction de ce que la nature nous donne tous les ans. Je rebondis sur ce que disait Olivier tout à l'heure. Il faut que vous nous suiviez dans le pari industriel. Pour nous, notre job en aval, c'est de raconter des belles histoires à nos clients. Et pour raconter des belles histoires, il faut des belles idées. Et là, pardon, je vais être vulgaire, mais quand je nous vois tous là, c'est pas une belle idée. C'est une putain de belle idée qui déboîte. Et franchement, ça fait venir tout le monde ici aujourd'hui. Et je pense qu'on a de quoi faire venir beaucoup de gens et raconter cette histoire. Et je suis vraiment enthousiaste. Vraiment, je suis trop content depuis. Je sais que je viens ici, je suis juste trop content. C'est une idée de ouf. Et je pense que c'est hyper important d'avoir conscience de quelque chose. C'est qu'on parle du prix. Oui, il y a peut-être 2 € de plus sur le fil. Mais il y a une autre expression que j'aime bien et je ferai la passe à Système U derrière. Dans notre métier en aval, nous on vend peut-être du marketing, on vend une histoire, on appelle ça porter le prix. Est-ce qu'un produit porte son prix ? Le prix, c'est pas juste les industriels qui prennent des risques, qui font leur innovation, mais derrière, il faut aussi qu'on arrive à le raconter
faire de la pédagogie à nos clients, aussi bien par les marques web qui peuvent le faire en vidéo, c'est avec tous les outils digitaux, mais aussi bien le raconter dans les magasins avec les clients pour expliquer. Et en fait, moi j'adore l'exemple de C'est qui le patron, vous connaissez tous. C'est ça qu'ils font bien, C'est qui le patron. C'est que le produit, putain, il porte son prix. Il explique et en fait, à tous les maillons de la chaîne, en fait, chacun est rémunéré à sa juste valeur. L'innovation, elle est valorisée et on porte le prix. Et je pense que c'est ça notre enjeu. Et oui, c'est peut-être un peu marketing, oui, il faut raconter l'histoire, mais c'est ça notre enjeu. L'idée, c'est pas à nous de dire aux clients, faites ça, parce que sinon vous êtes des salauds d'acheter chez Zara ou H&M. Il faut qu'on leur donne envie, il faut qu'on les fasse rêver, il faut qu'on leur explique et qu'on leur montre ce qui se passe ici. Donc voilà, pour moi, c'est ça l'enjeu et c'est pour ça que je suis trop content qu'on vienne ici. J'étais pas là les autres années, mais j'ai l'impression qu'on est passé de 2 rangées à 15. Donc l'enjeu et le défi pour nous tous l'année prochaine, c'est peut-être d'avoir 4 hangars comme ça et de faire la présentation à différents endroits en même temps. C'est tout le mal que je nous souhaite. Et du coup, je pense que pour aller dans un vrai enjeu d'échelle et sortir du côté un peu bricolé dans un garage qu'on connaît tous par cœur. Et au passage, moi, j'ai plus envie d'être une start-up. Tout le monde s'excuse d'être une start-up de 1800, mais putain, vous êtes des PME familiales avec une tradition d'innovation. Bah, c'est juste beaucoup, beaucoup plus fort. Moi, je trouve, et peut-être que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais moi, j'ai plus envie d'être une start-up. J'ai envie d'une boîte ancrée qui investit et qui innove et qui, je pense, sur le long terme, ce qui n'est pas forcément toujours la définition d'une start-up. Bref, on a besoin de gens qui peuvent nous emmener à l'échelle industrielle. Et donc, du coup, dans le cadre de Savoir-faire ensemble, on a proposé un premier partenariat avec Système U qui nous a rejoint déjà depuis plusieurs mois à développer une gamme de produits qui sera présente dans plein de magasins et du coup elle peut plus revenir en arrière et dans cette gamme il y a évidemment une gamme de lin et du coup je vous fais la passe et en tout cas on est ravis de vous accueillir ici et cet engagement il prend son sens et c'est pas voilà, on a un vrai acteur majeur de la distribution française qui est là avec nous aujourd'hui et je les en remercie. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Donc je me représente, je suis Emmanuelle Fernandez, je suis associée de 2 magasins dans la Drôme et je suis venue accompagnée de Stéphanie Abric qui est notre directrice textile de l'enseigne Système U. Et moi je l'accompagne dans la gestion de la filière textile. Je suis d'autant plus fière d'être ici aujourd'hui, c'est que je suis épicière, mais avant d'être épicière, j'étais ingénieure textile, j'ai fait l'école de Lyon et j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'industrie textile, notamment dans la teinture et l'ennoblissement, et notamment au sein du groupe Chamatex. Donc j'ai d'autant de plaisir à venir ici aujourd'hui pour vous parler de cette nouvelle relation que nous avons avec Savoir-faire ensemble. Donc un petit rappel, notre coopérative c'est 1200 points de vente. Et nous avons toujours revendiqué notre ancrage local et aussi la volonté, nous avons toujours eu la volonté et l'avons encore de favoriser la production à proximité de nos magasins, toujours dans le but de préserver l'emploi, mais aussi d'aller sur on se rend bien compte que nos clients vont vers une consommation beaucoup plus durable. Et quand Savoir-faire ensemble nous a présenté le projet, on s'est dit, on le fait sur l'alimentaire, pourquoi pas le faire sur le textile, et c'est d'autant plus fort de pouvoir derrière le proposer aussi à nos clients. Donc, d'où cette idée et cette fierté de pouvoir proposer l'année prochaine, de pouvoir distribuer des produits à base de lin, fabriqués France. Donc, c'est vraiment super et très important pour nous. On va le porter haut et fort. Et le diffuser dans l'ensemble de nos magasins. Donc ça, c'est important. On se rend bien compte que de toute façon, nos clients ont une manière de consommer différente. Ils vont ils recherchent la durabilité des produits, mais aussi ils vont de moins en moins vers le renouvellement. Donc on se rend bien compte que cette nouvelle façon de distribuer a un sens et je pense que ça pourra vraiment être très positif pour nous tous et ça nous permettra de développer encore plus cette production de lin français. Voilà. Et on est ravis, comme le disait Olivier Guillaume, non pas de relocaliser, mais de réindustrialiser, de participer à la réindustrialisation de ce lin français. Des questions ?
Bonjour, donc je m'appelle Lucille, je suis petite tisserande dans le Tarn, donc j'ai traversé la France pour venir vous voir. En fait, c'est grâce à LC Bio que j'ai décidé de m'investir dans la filière végétale, parce que je pense vraiment que c'est un avenir concret pour l'environnement, pour répondre aux besoins des consommateurs. Alors moi, en fait, c'est plutôt une remarque. J'ai voulu donc apprendre à tisser sur métier mécanique. Je suis artisane tisserande depuis quelques temps, mais vraiment sur métier mécanique, et je me suis retrouvée face à un vide complet. Donc on parlait de formation, Monsieur Schmitt, je crois. Va falloir qu'on reste en contact entre l'Occitanie et l'Alsace. C'est très très important parce que je suis en train d'investir de l'énergie, de mon temps, un peu d'argent. C'est un début de carrière, sauf qu'en fait, dans 5 ans, mon projet, il tombe à l'eau. S'il n'y a pas de formation, s'il n'y a pas d'apprentissage, s'il n'y a personne pour tisser les fibres que vous êtes en train de préparer. Donc, ce n'est pas un appel à l'aide, je tremble parce que je suis un peu intimidée, il y a beaucoup de monde. Mais voilà, il y a des volontés, il va falloir resolidariser la jeunesse pour qu'elle prenne la relève ouvrier textile. C'est un super métier, c'est faire un tissu, c'est une vingtaine de postes, c'est une vingtaine de savoir-faire, vraiment de bout en bout. C'est ultra polyvalent, c'est ultra stimulant et il faut vraiment le vendre et continuer. Voilà, la mécanique, c'est beau, les machines, c'est beau. Et si on peut faire tout ça en végétal, c'est vraiment bien. Et je suis contente qu'il y ait finalement des grandes enseignes ou des start-up plus start-up qui continuent de porter ce genre d'activité. Merci à vous. Pour la formation, c'est au pouvoir public aussi d'ouvrir des écoles. Hein. Donc la formation, maintenant on va avoir besoin de beaucoup de formations de couturières et tout ça, et de tisserandes, donc il faut que les pouvoirs publics s'engagent et ouvrent les écoles. Une autre question. J'interviens plus en témoignage et en réponse. On parle de formation, il y a des formations aux métiers spécifiques, mais il y a une formation, on va avoir une chance extraordinaire bientôt, c'est qu'on va pouvoir avoir une école du lin complète. Et la formation et l'adhésion à un métier, à une filière, ça commence par comprendre tout ce qui se passe dans la chaîne d'amont et en aval. Et maintenant, dès demain, on va pouvoir, en première approche, permettre à de futurs confectionneurs, confectionneuses, tisserands, filateurs, de faire un parcours complet, de comprendre d'où on vient, d'où vient la matière, comprendre, respecter le travail qui a été fait en amont, les prises de risques, et de comprendre ce que devient le produit. Et dès lors qu'on aura réussi ce pari-là, on ancrera les futurs collaborateurs, opérateurs, dans leur métier parce qu'ils en comprendront les tenants et les aboutissants. C'est important. Je voulais aussi rebondir sur... Pour moi, Marion a résumé le maître mot de notre filière. Agilité, adaptabilité. On ne peut pas concevoir de travailler une fibre naturelle et de penser qu'on n'aura aucun effort à faire et que ce sera toujours pareil, toujours comme il faut, comme on l'a prévu 2 ans avant dans les plans de collection. Et là, bravo Marion, parce que ce que tu fais, c'est extraordinaire. Tu t'es adapté, tu as été agile, tu as réagi à une complexité du moment et tu as su rebondir. Et je pense que c'est possible dès lors qu'on l'intègre dans la réflexion. Je vois les beaux projets qui sont portés par le CIB français, par Système U, par plein d'autres également. Cette agilité, il faut l'intégrer. On travaille une fibre naturelle, il y aura des aléas. Chaque année, il y aura des aléas. Il va falloir s'y adapter. Cette filière, la filière du lin conventionnel, elle a un certain degré de maturité. Donc aujourd'hui, elle est en croissance et on peut tous se permettre. Il y a des facteurs qui permettent de pallier à ces aléas. Des facteurs de stock, des hectares qui sont là. En lin bio et demain en chanvre, on est encore sur une échelle qui va demander de la part des uns et des autres de l'adaptabilité. Puisque, pour que cette filière grandisse, il faut en accepter parfois les écueils. Et une année, de temps en temps, sur une petite échelle, il peut avoir des écueils. Si la fibre ne trouve pas sa destination, ça ne sera pas encourageant. Donc, bravo Marion pour ce que tu fais. Le message que tu as fait passer, c'est le meilleur message qu'on pouvait faire passer aujourd'hui par rapport à des fibres naturelles. Bonjour, donc Alexis Ménager, je suis cofondateur d'une marque de linge de maison en lin qui s'appelle Embrun et qui est basée sur une exploitation agricole familiale près de Dieppe.
En fait, on a créé la marque avec mon épouse il y a 6 ans maintenant. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que quand on veut fabriquer en France, on a des coûts de revient qui sont déjà assez élevés. Ce qui nous oblige à avoir une stratégie de distribution qui soit plutôt centrée sur Internet, sur le web. Puisqu'en fait, c'est compliqué d'empiler à la fois nos marges et les marges des distributeurs, qui sont souvent exigeants à x3, x3,5. Ma question, c'était plutôt orientée vers Système U. Êtes-vous prêt en fait à faire des efforts sur les marges, sur les taux de marge, pour permettre en fait la distribution de marques fabriquées en France? Alors, ça tombe bien parce que justement, on vient de travailler avec Savoir-faire ensemble sur les produits du printemps-été de l'année prochaine. Et c'est vrai que pour arriver à... Il est certain que le prix de vente d'un produit, pour le consommateur, il est plus élevé. Après, il faut lui expliquer d'où vient le produit, comment il a été fabriqué. Et ça, il est capable de le comprendre. Mais il est bien évident que les prix d'achat que nous avons, du coup, au niveau de Système U, sont plus élevés que ce que l'on peut avoir quand on achète en import. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on réduit très largement nos marges pour pouvoir proposer un produit à un prix cohérent pour le client. Voilà. Donc on rogne sur nos marges, il y a aucune... c'est bien évident. Bonjour, Arnaud Gouverneur, président de Ecodip, ECODEEP. La marque se veut depuis 2010 internationale. Donc je l'ai voulu DIP comme profondément, éco comme éco-responsable, écologie. Et j'ai eu le premier prix d'éco-conception en 2012, en novembre 2012 en France, pour les premières serviettes compostables. Donc on appelait ça jetable pendant longtemps, mais je préfère appeler éphémère, réutilisable, éphémère, mais en fin de vie. Donc c'est cradle to cradle, de la source à la source. Et donc on peut faire maintenant toute la gamme des produits à usage unique, de l'assiette à base d'algues de Bretagne mélangée avec du lin, du chanvre ou de l'ortie. On peut faire des nappes de ce qu'on a fait en 2010. Et puis toutes les protections industrielles, les protections médicales, et du masque chirurgical aux protections aux couches bébés, avec bientôt les mousquetaires de la distribution qui est en Bretagne. Donc c'est 5000 distributeurs en Europe. Donc il y a un marché énorme. Tout l'usage unique peut être remplacé par des produits compostables. C'est pas du recyclable, c'est pas de la merde, c'est compostable. Et ça, je le veux depuis plus de 10 ans. Et ben, on y arrive. Un petit coup de Covid et tout le monde se réveille. Et j'ai connu le burn-out donc en 2013 parce que mon projet, j'étais tout seul à y croire. Et je me suis réveillé 6 ans après. Donc, ce que je cherche, ma question était la suivante, c'est qu'il y a un marché qui est fabuleux, qui est mondial. Je suis FFI depuis le 1er mai, donc Force française de l'industrie. Donc ça va m'ouvrir des portes internationales. Mais enfin, mon marché, je ne vais pas aller vendre ça en Asie, parce que les coûts maritimes sont... Et je n'ai pas envie d'aller polluer le monde. Donc mon marché est européen, il est africain, Nord-Afrique. Donc on peut faire beaucoup de choses. On peut aller même tailler de la fibre alpha. L'alpha qui est très comme le lin au Maghreb, qui protège les dunes, en fait. Ils font des remparts pour éviter que le sable avance. Donc on peut faire plein de choses. Donc je suis en pleine avancée avec Morgane qui me rejoint. Et puis, donc il y a beaucoup de choses à faire, mais du textile certainement, mais on peut aller maintenant sur les produits jetables, les produits compostables, 100% compostables. Alors je suis obligé de passer par une usine pour faire du non-tissé en Allemagne, la société Norafine, mais je souhaiterais trouver une usine ou faire fabriquer en France, quoi. On est capable de le faire. Maintenant, voilà. Donc ma question, c'est de savoir s'il y a des opérateurs ou des gens qui peuvent me contacter pour créer une usine de non-tissé de lin réutilisable, faible grammage. Merci. Donc la question s'adresse à... Je crois qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui pourront sans doute répondre précisément à cette question-là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les thèmes qu'on a abordés, sur l'aval de la filière? Si, ouais, il y a une question. Juste le temps que la question arrive. Je veux juste rebondir sur Savoir-faire ensemble, que peut-être tout le monde ne connaît pas ici, ou j'espère en tout cas. Juste vous dire que dans la crise du Covid, la filière textile s'est mobilisée pour fabriquer des masques. Vous le savez, certains d'entre vous en ont fabriqué beaucoup. Savoir-faire ensemble, on a essayé de coordonner presque 1500 boîtes qui ont fabriqué plus de 200 millions de masques et 12 millions de blouses pour les hôpitaux. Et à cette occasion-là, en fait, le grand public s'est rendu compte de notre filière, de notre métier, avec une grande fierté. Et aujourd'hui, on porte plein de projets pour l'avenir, pour réindustrialiser, parce qu'effectivement, peut-être pas relocaliser, mais réindustrialiser. Et il y a une vraie vision de fond, il y a une vraie volonté du gouvernement de nous accompagner là-dessus au sens large. Il y a le plan de relance, il y a beaucoup de leviers pour nous. Donc, c'est évidemment ce qu'on fait aujourd'hui, ça va dans le bon sens. Mais pour vous dire aussi, moi, ce que j'ai peut-être le plus apprécié là-dedans, c'est qu'on s'est tous redécouverts, en fait. Et certains d'entre vous, pour ne pas les nommer, comme Marc par exemple, ont découvert des boîtes qu'ils ne connaissaient pas en fait. Et oui, en France, il y a plein de boîtes textiles qui ont de l'innovation, qui ont plein d'envie, qui ont plein d'idées, et on n'est pas chacun dans son petit coin, et je crois qu'aujourd'hui, il le démontre encore. Donc voilà, en tout cas, Savoir-faire ensemble, c'est une bouffée d'oxygène dans une période très compliquée, et je trouve que c'est un des bons exemples, comme Tricolore Pelette, comme cette association ici aujourd'hui aussi. En tout cas, voilà, bossons ensemble, et je pense qu'on peut en tirer de grands succès. Et là, je passe à la question. Bonjour. Constance Meunier de Plus Mieux, nous proposons de la lingerie en lin, enchantée. Vous avez parlé de coopération, alors on est très heureux de vous accueillir au sein de cette association qui porte de belles valeurs. Et au sein de votre association Savoir-faire ensemble, j'aurais voulu savoir quelle était la place des PME familiales qui travaillent sur l'innovation de ce secteur. Merci. Aujourd'hui, dans Savoir-faire ensemble, il y a 222 entreprises. Je pense que ce ne sont que des PME familiales et celles qui travaillent sur l'innovation. On essaie de travailler en groupe de travail sur différents sujets, sur le recyclage, sur le lin, sur la laine, au sein de ce qui existe déjà pour ne pas refaire. Et je pense que c'est important aussi. Parfois, on s'épuise à tous refaire dans notre coin alors qu'il y a des structures qui existent déjà. Et je ne sais pas si ça répond à votre question, mais encore une fois, je pense qu'on est tous des PME industrielles familiales et c'est comme ça qu'on y arrivera en bossant ensemble et pas chacun de son côté. Je ne sais pas si ça répond à la question. Une autre question ? Bonjour, Pascal Sanegon, Alliance Machines Textiles. On est un constructeur de machines d'ennoblissement textile pour la teinture et le toucher doux dans lin. Alors lin en 2 mots. Ma question, elle est pour vous, Monsieur Gibault, comme vous représentez sur l'estrade la société la plus industrielle. Dans vos appels d'offres, quand vous investissez sur des équipements, est-ce que vous incluez systématiquement les constructeurs? Quand on parle d'industrialisation, je voudrais me faire l'avocat de l'Union des constructeurs français de machines textiles, l'UCMTF, qui regroupe l'ensemble des constructeurs de machines en France. Voilà, donc je sais que Monsieur Danjou, qui est intervenu tout à l'heure de Teinturerie et après Danjou, quand je visite son entreprise, j'ai eu la chance de le visiter avec lui. Il a énormément d'équipements qui sont faits en France et je pense que ça fait partie du travail que tous on veut ici, de relocaliser et de faire du Made in France. Merci. Et surtout, je pense que c'est une très bonne question. Je ne suis pas du tout le mieux placé pour y répondre, parce que on n'a pas d'outils à nous. Donc, si quelqu'un qui a envie de parler de son outil et de répondre à cette question veut lever la main, il sera surtout bien plus pertinent que moi. Peut-être au nom de l'association, au fur et à mesure des années, on a le plaisir de voir que les maillons de la filière qui sont encore peu représentés dans l'association viennent et nous rejoignent. On a effectivement aujourd'hui 2 teinturiers dans 2 régions différentes, dans des techniques différentes. On a des spécialistes de la sélection variétale, on a des fabricants de machines, on a évidemment des marques et des distributeurs. Donc on est d'un bout à l'autre de la filière, mais il y a sûrement aussi des métiers d'accompagnement. Je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui des spécialistes de la tendance de mode, par exemple, qui sont aussi des acteurs importants de la filière, un peu en parallèle, mais vraiment l'association est là pour accueillir l'ensemble de ces acteurs, parce que chacun de ces chaînons est indispensable au succès collectif de cette filière et de cette réindustrialisation de l'ensemble des acteurs. On ne peut pas fabriquer aujourd'hui des vêtements en France sans acheter des machines à coudre. Pour l'instant, il n'y a pas de fabricant en France, mais si vous en connaissez, on serait avec plaisir. Donc je prends encore 2 ou 3 questions.
Donc, une là et là. Bonjour à tous, Cédric Oplat, Peignage du Mortier. Je veux réagir sur la question des machines françaises. Chez Peignage du Mortier, on est lauréat du plan de relance. On va investir dans un atelier pour accompagner le développement des filatures. Et ce qui a été déterminant dans la validation de notre dossier et dans notre projet, c'est qu'on avait présenté au pouvoir public que nous, on va flécher un maximum d'investissements vers ces machines françaises quand elles existent. Donc on a parlé tout à l'heure de Schlumberger, qui est très adapté pour nous, mais il y en a d'autres, et je sais que les teintureries qui veulent investir, c'est pareil. Donc effectivement, on doit mettre en avant tous les maillons de la filière, mais les fabricants de machines doivent redévelopper tout ça, on doit le faire savoir, et on doit jouer collectif sur ce sujet. Merci. Bonjour, Patrick Bergman, liniculteur, consultant pour le teillage et le peignage de Pestel. J'aurais une question, je fais un tour en arrière, parce qu'il y a longtemps que j'ai essayé de poser une question. Je vous remercie. Et je félicite d'ailleurs tous les intervenants, parce que ça fait très plaisir d'avoir un tel enthousiasme. Ma question s'adresse aux filateurs. D'un point de vue technique, faites-vous une différence dans le chanvre conventionnel et le chanvre bio, et faites-vous une différence commerciale? Est-ce qu'il y a un filateur qui veut répondre à la question? Donc moi, je peux répondre en tant que client d'un filateur. Oui. Le lin bio vaut plus cher que le lin conventionnel aujourd'hui, assez nettement. Mais cette différence de prix sur la matière première, elle n'a pas, en proportion du prix total du produit, un impact aussi considérable que sur d'autres productions. Parce que sur le lin, en bio comme en conventionnel, les volumes et les qualités sont proches. Alors, j'ai tendance à dire qu'elles sont identiques, mais on me reproche à chaque fois. Donc, on n'est pas exactement au même niveau de rendement en bio qu'en conventionnel en lin, mais on est très proche. En tout cas, en tonnage, on est quasiment à l'identique. Et en qualité, on est très proche. En chanvre, la filière du chanvre bio sur laquelle on travaille, qu'actuellement, on n'est pas encore certifié bio, parce que ça ne fait pas une différence significative, on sera sur exactement le même process en bio et en conventionnel. Donc, il n'y a pas de raison intrinsèque qui est une différence de prix sur la matière première. En blé, les rendements conventionnels sont à peu près 2 à 3 fois supérieurs aux rendements en bio, en volume. En lin comme en chanvre, sur le textile, cette différence n'existe pas. Donc la différence de prix, elle est liée à l'ensemble du process. Mais un autre point, on a parlé de bio au niveau de l'agriculture. Le bio, c'est aussi sur tout le process. La certification bio de la teinture, de toute la transformation, de la traçabilité, c'est aussi un aspect important du label, comme EcoCert l'a souligné tout à l'heure. Et les acteurs ici qui s'engagent là-dedans savent que l'ensemble du process est certifié. Et la grosse différence pour le consommateur, elle tient presque autant de la labellisation des étapes de transformation industrielle que de la différence au champ entre l'agriculture bio et conventionnelle. On va arrêter là, alors. Merci beaucoup. Merci, c'est vrai que c'était bien.